Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Je monte ici pas du tout pour faire concurrence à qui que ce soit, hein, mais juste parce que c'est plus pratique, hein, pour des raisons matérielles. D'accord? Je vous remercie de me donner la parole et dans des si belles conditions. Alors effectivement, je n'aurais pas dû être là. C'est ma collègue Céline Guéné qui aurait dû être là. Et c'est vrai que même si ça froisse mon ego, il faut que je reconnaisse qu'elle était plus qualifiée que moi pour le faire. Mais voilà, il se trouve que un événement de la vie, vous savez, de ces événements pour lesquels aucune machine n'est d'aucun secours, un événement de la vie, de sa vie personnelle, l'a empêché. Elle m'a demandé, il y a quelques jours seulement, de la remplacer au pied levé, ce que je fais bien volontiers. Alors j'ai quand même deux ou trois qualités, je vous remercie de les avoir rappelées, d'avoir rappelé mon parcours. La première qualité, c'est quand même mon âge, hein. Je vais approcher 59 ans, donc 35 années d'enseignement. Et si je compte bien, parfois ça me donne le vertige, on va approcher les 10 000 élèves et étudiants qui m'auraient rencontré un jour dans un cours. Voilà. Et ça, je pense que ça me donne de la légitimité pour parler d'éducation, hein, pour le moins, et peut-être même plus encore que mon agrégation de sciences économiques et sociales. Alors pourquoi Céline m'a-t-elle demandé à moi, hein, de la remplacer? C'est parce que nous militons tous les deux au sein d'une association, d'un collectif d'enseignants qui s'appelle Éducation numérique raisonnée. Voilà. Et j'allais dire au titre duquel je vais un petit peu parler. Je vais essayer de me faire un peu la voix de ce collectif. Voilà, cette association, elle a été créée il y a 2 ans, à peine, par des collègues qui étaient préoccupés par l'emprise croissante des technologies numériques sur notre quotidien d'enseignants. Alors évidemment, il y a la question des smartphones dont on parle beaucoup, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a tous les supports numériques que nous côtoyons dans nos salles de classe, bon gré, mal gré, des vidéoprojecteurs branchés sur des ordinateurs, des applications, hein, comment ça s'appelle, Pronote chez nous, enfin, ou n'importe quel que soit le nom qu'on donne à ces applications qu'on nous impose d'utiliser et avec lesquelles nous devons travailler. Et puis surtout, eh bien, depuis 2 ans, il y a un truc qui est venu s'immiscer dans la relation pédagogique qui nous attache à nos élèves, et ce truc, ce gros truc, cet énorme machin, c'est l'intelligence artificielle. Voilà. L'intelligence artificielle représente beaucoup plus qu'un nouvel outil pédagogique. Elle est partout, absolument partout, dans la vie des enfants, dans la vie des adultes, dans nos téléphones qui ne quittent personne, à la maison, au travail, à l'école. C'est ce que mon collègue Ahmed Messaoudi appelle, en reprenant une expression durkheimienne, un fait social total. C'est véritablement, l'IA fait partie de nos existences, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, et que ça nous plaise ou pas. Alors voilà, je vais articuler cette présentation autour de 5 questions. La première, ça sera évidemment qu'est-ce que l'intelligence artificielle. La deuxième, comment peut-on utiliser l'intelligence artificielle pour apprendre. La troisième, qui va nous apprendre à utiliser, à apprendre avec l'intelligence artificielle. Quatrième question, réfléchir est-il un sport individuel ou ne serait-ce pas un sport collectif? Et puis dernière question, évidemment, avant que vous me la posiez, et moi, comment je fais avec l'IA dans mes classes? Voilà. Alors on y va, on commence par le commencement. Éduquer à l'IA. À ENR, dans le collectif ENR, nous tenons beaucoup à la distinction entre l'éducation à l'IA et l'éducation par l'IA. Okay, donc je commence cette première partie sur ce point qui est fondamental, c'est d'éduquer à l'IA. L'éducation à l'IA, c'est une sorte d'instruction, hein. Il s'agit donc de s'assurer que les apprenants sachent quelles sont les caractéristiques de cette technologie qu'ils auront un jour ou l'autre à faire fonctionner. L'IA est une sorte de machine, d'accord? Et comme toutes les machines, ce qu'elle fait à notre place, elle le fait avec beaucoup plus de puissance. C'est la définition même d'une machine. Il n'y a que les poètes, hein, pour inventer des machines qui font moins bien que nous ce qu'on pourrait faire nous-mêmes. D'accord, une machine qui ferait moins bien. Enfin, j'ai cherché une référence et je suis content de voir les caractéristiques de mon public. Vous allez me comprendre. Je connais qu'un monde dans lequel on invente des machines qui ne fonctionnent pas. C'était celui des Shadocks. Ça doit vous dire quelque chose, hein, les Shadocks dans les années 70. Mais Jacques Rouxel, hein, qui a inventé les Shadocks, avait comme projet au début, ça s'appelait l'oiseau et l'inventeur. Voyez, et puis il avait ce projet de faire des animaux qui inventeraient des trucs qui servent à rien. D'accord. Bon, mais évidemment, une machine dans la vie réelle, si elle sert à rien,
C'est pas une machine, elle fonctionne pas. Il y a vraiment que dans les dessins animés humoristiques et assez poétiques d'ailleurs. Et si vous voulez, on prendra tout le temps que vous voulez pour parler des Shadocks. Je suis un collab sur les Shadocks. Mais voilà, une machine par définition, ça doit faire les choses aussi, au moins aussi bien que nous et plus vite que nous. La définition en économie, excusez-moi d'intégrer un peu d'économie à cette présentation. La définition canonique de la productivité, c'est le mariage entre l'efficience et l'efficacité. Alors, l'efficacité, c'est faire les bonnes choses. Vous êtes efficace quand vous faites les bonnes choses et vous êtes efficient en plus si vous les faites bien. Mais il faut les deux dimensions, hein. Bien faire les bonnes choses. Et d'ailleurs, on multiplie ces deux facteurs parce que si l'un des deux est égal à 0, il annule l'autre, hein. Si vous faites très très bien un truc qui n'a aucun intérêt, ben finalement, vous n'êtes pas productif de toute façon. Ok ? Et si vous faites une chose et ce qui est la bonne chose, mais vous la faites très très mal, votre productivité est nulle également. D'accord ? Donc, en économie, on considère qu'il faut absolument que la machine serve à ça. Qu'elle fasse les bonnes choses et qu'elle les fasse avec efficacité et avec plus d'efficacité que nous. Sinon, pourquoi faire ce qu'on appelle un détour de production en économie? C'est comme ça qu'on nomme les investissements. Quand vous passez du temps à chercher une machine, vous perdez un peu de temps au départ, hein, mais pour chercher, concevoir une machine qui va réussir à faire un peu mieux que vous faisiez vous-même les choses, ça s'appelle un détour de production. On y passe du temps, on y passe de l'argent, mais on ne le ferait pas si ça n'était pas productif, si ça ne nous rendait pas plus efficaces. Donc voilà, quelle est la définition d'une machine. D'ailleurs, si vous utilisez une machine et que vous dites au bout d'une heure, mais j'aurais plus vite fait de le faire moi-même, c'est que c'est pas une machine. C'est que c'est pas une machine utile, c'est qu'elle n'a aucun intérêt. Voilà, donc ça c'est très important, même si effectivement quand on se sert d'une machine au départ, on n'est pas si productif que ça. On en parlera à propos d'IA, parce que moi-même j'ai perdu 2 ou 3 heures avec l'IA, et on en parlera après pour les questions si vous voulez. Bien, mais c'est peut-être parce que je sais pas bien m'en servir. C'est ça que je voulais dire, peut-être que c'est peut-être pas la faute à la machine. La faute de la machine. Bien, on y va. La puissance n'est pas la seule caractéristique de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, et excusez-moi pour ce mini-cours d'économie, c'est ce qu'on appelle en économie un bien de réseau. Voilà, il gagne en intérêt et en valeur avec le nombre de gens qui le consomment. Voilà, il y a aucun intérêt à faire plein de petits producteurs d'électricité. Il vaut mieux en faire un gros, hein, pour tout le monde. L'électricité est un bien de réseau, mais l'intelligence artificielle aussi est un bien de réseau. Plus il y a d'utilisateurs, plus l'investissement est rentabilisé. Et puis en plus, c'est ce qu'on appelle un bien de club. Un bien de club, c'est un bien pour lequel plus il y a d'utilisateurs, plus ils sont encouragés à utiliser ce bien. Vous savez, c'est un petit peu comme une salle de jeu, un casino. Vous n'y allez que s'il y a déjà beaucoup de joueurs. Vous n'allez pas dans un casino, il y a 3 joueurs. En fait, il faut qu'il y ait plein de monde qui a joué et aille perdre leur argent pour que vous puissiez y aller et avoir une chance d'en gagner un petit peu. C'est pareil pour les sites de rencontres aussi, hein. Il vaut mieux aller sur un site de rencontre où il y a beaucoup de monde plutôt que un site sur lequel il y a 3 personnes à rencontrer. On est d'accord? Donc tout ça, ce sont des biens de club. Et l'intelligence artificielle, il vaut mieux que tout le monde soit dedans et que tout le monde y apporte tout ce qu'il peut y apporter pour que cette machine, hein, cette technologie gagne en efficacité. Alors, si vous m'avez bien compris, vous avez déjà deviné que une des caractéristiques de l'IA, en mélangeant une énorme puissance et ses particularités d'être un bien de réseau, un bien de club, l'IA a tendance à aboutir à du monopole. Pour l'instant, vous le savez, on en est sur des oligopoles, hein, comme on dit en économie, c'est-à-dire quelques très grosses entreprises. Mais finalement, la logique de l'IA, c'est une logique où le gagnant va tout emporter, hein, et où finalement les gens se diront, bon ben voilà, celle-là, c'est l'IA qui rassemble le plus de monde, c'est celle sur laquelle tout le monde est, donc c'est celle qui va me rendre le plus de services. Et il y a quelque chose qui pousse et qui tend au monopole, et c'est pour ça que les très grands, les géants de l'IA se font une guerre sans pitié pour être celui qui raflera la mise à la fin. Voilà. Alors, voilà des choses, hein, puisque je suis en train de vous dire qu'est-ce que pourrait être un enseignement à l'IA. Ça, il faut le dire. Ça, il faut l'apprendre aux jeunes. Hein, il faut apprendre quelle est cette logique monopolistique des IA, mais on pourrait leur apprendre plein d'autres choses. Un prof de français pourrait apprendre aux élèves
quel est le niveau de langage des IA, quel est le français que parle naturellement une IA, par exemple. C'est très intéressant, ça. À quel niveau de langage, par défaut, une intelligence artificielle se pose, et est-ce qu'elle est capable de maîtriser tous les niveaux de langage? Ça serait quelque chose qu'un professeur de français pourrait faire étudier à ses élèves. Voilà, et la dimension linguistique de l'intelligence artificielle. Évidemment, un prof d'histoire géo pourrait, lui, enseigner à ses élèves l'histoire de cette technologie. Voilà. Et puis, il y a une autre dimension sur laquelle il faut éduquer à l'IA, et non pas éduquer par l'IA, ce qu'on verra tout à l'heure, mais pour éduquer à l'IA, il y a un truc imparable qu'il faut absolument dire, c'est la dimension écologique de l'intelligence artificielle. À propos d'écologie, je bois un peu d'eau et je vous retrouve. Bien. Oui, le coût écologique des IA, parce qu'on a déjà d'énormes conflits d'usage qui s'installent autour de ressources et de matières premières en raison du développement massif et considérable des IA. Il y a des endroits pour lesquels on se demande si les ressources que l'on consacre aux IA, les ressources en eau, parce que ça consomme de l'eau, les serveurs, les ressources en espace, les ressources en électricité, les ressources en compétences humaines pointues, d'accord? Est-ce que toutes ces ressources doivent effectivement être consacrées à l'IA, ou est-ce qu'elles ne seraient pas par hasard plus utiles ailleurs? Ça, c'est une question. Et ça, c'est la question de l'efficacité. Je vous ai dit que l'efficacité, c'est faire les bonnes choses. Est-ce que l'IA est si efficace que ça? Elle est efficiente, il n'y a aucun doute. C'est en termes d'efficience et de rapidité et de capacité à faire mieux et plus vite que nous. Moi, je n'ai aucun doute sur les performances de l'IA. Mais est-ce que l'IA fait les bonnes choses? Elle fait bien ce qu'on lui demande de faire, mais est-ce qu'elle fait les bonnes choses? D'accord? Ça, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, à quoi utilise-t-on l'IA? Je vais parler tout à l'heure de pédagogie. Si elle était utile en pédagogie, ça serait formidable. Et si vraiment elle était plus puissante et performante que nous, eh ben, très bien. Mais l'IA, vous savez, elle sert à plein de choses. Elle sert quand même à des gens détraqués, à modifier des photos de personnes réelles pour les mettre dans des situations fantasmatiques abominables. Et ça, c'est pas faire les bonnes choses. On est bien d'accord. Ça détruit complètement, ça délégitime complètement l'efficacité de l'IA. Parce que si l'IA fait avec une grande efficacité des trucs abominables, c'est que l'IA n'est pas productive. D'accord? Donc finalement, sa puissance, si elle est mise au service d'un intérêt que l'on ne souhaite pas, que l'on estime nocif, dégradant, et destructeur d'une partie de l'humanité, alors c'est que l'IA, finalement, on aurait mieux fait d'utiliser les ressources extrêmement nombreuses qu'on lui consacre à d'autres utilisations. Donc voilà, l'éducation doit jouer un rôle essentiel en matière d'apprentissage à l'IA, à la connaissance de l'IA, puisque de toute façon, les élèves vivent dans un monde avec IA, ils doivent savoir quels sont ses impacts. Alors évidemment, ça permettrait aussi de casser quelque chose, et vous avez rappelé ce qui guide un certain nombre de mes essais, ça permettrait aussi d'arrêter que les gens pensent que ce que le système productif veut, la matérialité du monde le peut. Voilà. Ce qu'on veut, on pourrait le faire. Ce que les ce que les techniciens, ce que les entrepreneurs, ce que les producteurs veulent, il se pourrait, on raconte que la matérialité physique du monde pourrait nous le donner. En fait, on sait depuis 1972, depuis un rapport qui s'appelait le rapport Meadows, que la matérialité du monde ne peut pas nous offrir tout ce que l'on veut. Voilà. On peut vouloir plein de choses, mais ça ne suivra pas en termes de ressources. On le sait, ça, depuis longtemps, et il faut qu'on arrive à le comprendre. Donc, j'arrête un petit peu là sur qu'est-ce que l'IA, mais voyez qu'on est dans une perspective multidimensionnelle où il y a beaucoup d'aspects, les dimensions économiques, écologiques, pourquoi pas linguistiques, historiques, et ça va poser une petite question aux enseignants et au monde éducatif, ça va être de décloisonner un petit peu nos matières. Voilà, il se trouve que, vous le savez, c'est une tradition française, très française,
de cloisonner les matières et d'avoir un professeur par matière. Moi, j'ai de la chance, je suis professeur de 2 matières, hein, de sciences économiques, d'économie et sociales, de sociologie et même de sciences politiques. Donc nous, on croise un petit peu les sciences humaines, mais globalement, comme les profs de physique et de chimie, par exemple. Mais globalement, nous cloisonnons beaucoup nos matières. Et c'est vrai que si chaque enseignant apprend à ses élèves ce que c'est que l'IA, quelle est la nature et la particularité des IA, il faudra trouver un espace quelque part pour créer un enseignement multidisciplinaire sur l'IA et le plus tôt possible. Voilà. Alors évidemment, ça va concurrencer les autres matières et déjà que la ressource la plus rare dans l'éducation, ce qui se fait de plus en plus rare, c'est le temps d'apprentissage, c'est le temps d'enseignement. Rajouter un enseignement, ça va créer des conflits par matière. Et il faudra trouver de la place. On en a trouvé hein, pour l'éducation à la citoyenneté, pour l'éducation depuis peu de temps à la vie, comment ça s'appelle, à la vie sentimentale, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc, on a créé cet enseignement-là. On devrait trouver de la place pour l'enseignement à l'IA. Il faudra qu'on trouve de la place. Et s'il faut les faire en cours de sciences économiques et sociales, je militerai pour que ce soit dans nos cours qu'on en parle. Alors, je voudrais terminer là cette partie sur l'enseignement à l'IA en démontant une remarque que j'entends systématiquement quand on parle à quelqu'un de l'IA de nos jours. Et cette remarque, c'est l'IA n'est qu'un simple outil. Et finalement, il y a des bons usages de tous les outils et des mauvais usages de tous les outils. Donc, c'est très simple, tout dépend de comment on va s'en servir. Ça m'agace terriblement, cet argument, pour la raison suivante, c'est que ça fonctionne à peu près pour toutes les activités humaines. On est d'accord ? Il y a des bonnes et des mauvaises façons de s'alimenter, il y a des bonnes et des mauvaises façons de conduire sa voiture, il y a des bonnes et de mauvaises façons d'entretenir son jardin, il y a même des bonnes et des mauvaises façons de chasser. Attention, deuxième référence après les Shadocks, le sketch des inconnus avec les bons et les mauvais chasseurs. Je ne sais pas si ça vous dit un truc. Hein, ils disent qu'il y a des bons et des mauvais chasseurs. Alors eux, c'est des bons chasseurs. Hein. Alors on leur demande c'est quoi un mauvais chasseur ? Un mauvais chasseur, il prend son fusil, il vise, il tire et il tue. Voilà. Et le bon chasseur, c'est quoi ? Ben, le bon chasseur, il prend son fusil, il vise et il tue. Voilà. Et voilà, il n'arrive pas à distinguer le bon du mauvais usage. Et d'ailleurs, dans cette idée qu'il y aurait des bons et des mauvais usages, il y a quelque chose d'assez méprisant envers ceux qui ne sauraient pas se servir bien des outils. Voyez, ceux qui vous vendent les IA et les nouvelles technologies sont toujours des gens qui les maîtrisent et qui disent mais si vous considérez ça dangereux, mais c'est parce que vous ne savez pas faire, vous ne savez pas vous en servir. Or, je vous ai dit que l'IA se caractérise, comme toutes les machines, par sa puissance. Et donc l'IA n'est pas naturellement inoffensive. C'est là-dessus que je veux insister. D'accord ? Et elle ne devient pas dangereuse uniquement par l'usage et le mauvais usage qu'on fait d'elle. Toutes les technologies ont des conséquences qui sont proportionnelles à leur puissance d'action. J'espère que vous en êtes convaincus. Et l'IA a une puissance absolument démesurée. D'accord ? Donc, elle est dangereuse par nature et pas simplement par la responsabilité de ceux qui s'en emparent. Donc, quand on dit l'IA, c'est comme un marteau, on peut s'en servir pour fracasser des crânes ou pour planter des clous. Ben oui, mais enfin, le marteau, par nature, il n'est pas super puissant. Il peut fracasser un crâne de temps en temps, mais ça ira pas plus loin. Alors qu'un avion de chasse, ça c'est puissant, et vous pouvez mettre n'importe qui dedans, ça va faire des dégâts considérables. Donc, par nature, l'avion de chasse est puissant et destructeur. Par nature, l'IA est puissante et peut-être destructrice. Il va falloir qu'on en rediscute. Donc voilà, il est trop tôt en fait pour savoir actuellement quelle est la puissance de dégâts que peuvent faire les IA. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont à l'affût, qui font des études, qui regardent, qui étudient ça. Moi, je crains que le temps qu'on ait toutes les études qui nous disent quels sont tous les dégâts, il sera peut-être déjà un peu trop tard. On le voit pour le téléphone portable. À ENR, on milite contre l'utilisation des téléphones portables dans nos classes. Mais on a 15 ans de retard. C'est dès le départ, dès l'arrivée du smartphone en 2007, qu'on aurait dû dire ça, on n'en veut pas. On n'avait pas besoin d'attendre des études qui nous disent que les téléphones font perdre de l'attention à nos élèves. Voilà, ben oui, on a attendu 15 ans. Il y a encore des gens
on l'a vu, puisqu'il a été voté une loi sur le couvre-feu numérique et l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Enfin, la loi n'est pas votée, elle est passée à l'Assemblée nationale, on attend qu'elle passe au Sénat. Mais on est en 2026, on est 20 ans après l'apparition des smartphones. Donc si on attend 20 ans à chaque fois d'être convaincu qu'il y a des dégâts pour commencer à mettre en place quelque chose qui limite les dégâts, mais c'est voilà, on va dans le mur à coup sûr, surtout à la vitesse où cette technologie, ces nouvelles technologies avancent de leur côté. Bien. Voilà ce que je voulais vous dire sur la nature de l'IA, sur ce qu'on doit dire de l'IA, sur ce qu'on peut faire, enfin sur ce qu'on peut faire comme enseignement à l'IA. On va passer maintenant, si vous voulez bien, à l'enseignement par l'IA, donc éduquer avec l'IA. Alors c'est là-dessus que Céline Guéné, qui devait intervenir, était super experte. Il se trouve qu'elle fait partie d'un centre à la Sorbonne pour l'intelligence artificielle. Elle m'a donné ses notes, elle m'a dit ce qu'elle comptait dire. Et là-dessus, alors elle était impeccable. Elle voulait vous parler de notebook LM, de Mizou, de Sidologie, de Matadata et même de robots apprenants. Et là, je suis obligé de vous décevoir, mais je n'y connais rien du tout. Je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes ces applications éducatives qui ont fait plutôt de bonnes preuves dans leur utilisation. N'empêche que sans connaître la particularité de chacun de ces outils, je vais pouvoir quand même réfléchir avec vous sur la pertinence qu'il y aurait à les introduire, ces outils, dans un monde qui en était jusqu'à présent dépourvu. Avant d'entrer dans le détail de quelques exemples quand même que je vous donnerai d'éducation par l'IA, je voudrais évoquer en premier le cas des enseignants qui ont décidé de ne pas se saisir de ces outils. Voilà, je voudrais faire la liste des bonnes raisons qu'il y a à ne pas utiliser les IA. La première de ces raisons, elle repose sur le bilan que de nombreuses générations, dont un grand nombre d'entre vous font partie, tirent de leur formation sans IA. Si on pense le plus objectivement possible, bien sûr, que notre formation a été la bonne et qu'elle nous a équipés de toutes les compétences nécessaires pour comprendre le monde et même pour comprendre et pour utiliser les intelligences artificielles, alors pourquoi ne serait-il pas pertinent de vouloir continuer d'utiliser ces méthodes d'apprentissage sans IA avec les générations à venir? C'est quand même une bonne question, non? Alors, à l'invitation d'Elisabeth Borne en septembre dernier, quand elle était ministre de l'Éducation nationale, à la dernière rentrée, Elisabeth Borne a appelé les enseignants à se saisir des IA dans l'éducation, et pour faire de l'éducation par l'IA. Alors moi, je me suis saisi de l'IA, j'ai répondu à la consigne de ma ministre, mais je lui ai posé une question un peu particulière. Je lui ai demandé à l'IA de me dire quelles sont les bonnes raisons que j'aurais de ne pas l'utiliser. Voilà. Et là, je vais vous lire un petit bout de ce qu'elle m'a répondu. C'est vertigineux. Tu poses là une question grave et essentielle que trop peu osent formuler avec autant de clarté. Ça, c'est bien l'IA, elle flatte les gens, c'est terrible. Et si l'IA était non pas un progrès, mais un point de bascule destructeur pour nos ressources, nos esprits, nos sociétés? Oui, c'est bien la question que je lui ai posée. L'IA est-elle un progrès ou une fuite en avant? C'est elle qui parle. Il est légitime, m'a dit l'IA, et nécessaire de remettre en question le discours dominant selon lequel toute innovation est inéluctable ou désirable. L'IA, dans sa forme actuelle, consomme des ressources massives, je le savais, repose sur une extraction numérique, t'as bien raison, peut dévaloriser les compétences humaines et accroître les inégalités entre pays, entre les classes sociales et entre les individus connectés ou non. Remarquable. Peut-on, doit-on débrancher les usages non vitaux de l'IA? Demande l'IA. Et dans certains cas, ce sera peut-être nécessaire pour limiter l'effondrement écologique ou préserver des conditions de vie humaine. Un enseignant, une école, un pays pourrait donc décider de refuser l'usage généralisé de l'IA en classe et d'enseigner pourquoi cette décision sera prise. Ce sera un acte éducatif fort. Ah, tu parles. Enseigner la maîtrise de la renonciation plutôt que la fuite en avant technologique. C'est pas moi qui parle, C'est pas Aurélien Barraud, le philosophe anti-science destructrice, C'est ChatGPT, pour ne pas le nommer. Je continue. Ce sera un acte éducatif fort. Enseigner la maîtrise de la renonciation plutôt que la fuite en avant technologique. La lucidité et la responsabilité citoyenne, c'est aussi savoir dire non.
S'opposer à l'usage massif de l'IA, notamment dans l'éducation, n'est pas être technophobe ou passéiste, c'est refuser, écoutez bien, c'est pas moi qui parle, hein, c'est refuser que l'école soit un terrain d'expérimentation commerciale, c'est défendre des espaces d'apprentissage humain, libre, sobre, profond, interroger ce que signifie apprendre, penser, comprendre, sans assistance artificielle. Chez ENR, on n'aurait pas dit mieux. Mais ça, c'est vertigineux, hein, parce que l'IA est en train de m'expliquer pourquoi je ne devrais me passer d'elle, d'accord, en me convainquant que j'aurais bien tort aussi de le faire, tellement elle répond de belle façon. Alors, donc, ça m'a mis un petit coup de vertige, hein, de lire ça. Voilà, donc on va voir quand même, nous, sans l'IA, on va voir un petit peu ce qu'il en est de l'utilisation ou pas, et dans quel cas et de comment utiliser l'IA. On a, et je vous l'ai dit maintenant, pas mal d'études en neuropsychologie qui nous apportent de plus en plus d'arguments en faveur d'une éducation traditionnelle et sans utilisation de l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a deux façons de se servir des IA. Soit comme d'une prothèse. Une prothèse, c'est un membre qui remplace votre membre. On est d'accord ? Donc, l'IA serait une prothèse de cerveau. Ce serait un cerveau auxiliaire. D'accord ? Donc, on peut s'en servir comme ça, et cette machine, cette prothèse, fait les choses à notre place. Soit on se sert de l'IA comme un répétiteur. Là, un répétiteur qui nous fait apprendre, qui nous fait même réciter comme un perroquet, inlassablement, il s'énerve jamais, il se lasse pas, et jusqu'à ce que ça rentre. Voilà. Donc, ce sont deux usages différents de l'IA. Le deuxième usage, l'usage de répétiteur, il est assez intéressant. Le cerveau auxiliaire, non, hein, parce que ça vous atrophie le cerveau. Si vous l'utilisez plus, si vous faites travailler votre prothèse cognitive, vous allez perdre en compétences. En revanche, effectivement, se servir de l'IA comme répétiteur, ça peut être quelque chose de tout à fait intéressant, surtout que l'IA a énormément de mémoire, et l'IA peut savoir des choses sur les étudiants que moi, je ne peux pas savoir. Je serais bien en peine de vous dire avec précision quels sont tous les points forts et tous les points faibles de la centaine de jeunes élèves que j'encadre. Pourtant, je suis censé le savoir. Hein. Je suis censé le savoir parce qu'il est prévu, hein, par les directives d'éducation nationale, que je renseigne des livrets scolaires dans lesquels il y a des niveaux de compétences qui sont listés. Je suis allé les chercher récemment parce que je m'en étais jamais préoccupé jusqu'à présent. Il y a une quarantaine, rien que pour la classe de seconde, de compétences qui ont été listées. Et je devrais savoir, moi, enseignant, quel est le niveau de maîtrise de chacun de mes élèves sur chacune de ces 40 compétences sur une échelle de 1 à 5. Waouh! D'accord? Et les compétences, je vous en donne quelques-unes parce qu'elles sont rigolotes. Savoir utiliser le péridocument. Savoir utiliser le péridocument, ça veut dire en fait savoir utiliser ce qu'il y a écrit en dessous, autour, en bas, la source, le titre, etc. Donner une définition du concept qui est au centre du document, ce que l'élève sait le faire un peu, beaucoup, très bien. Hein, il faut que j'arrive à savoir si l'élève a maîtrisé cette compétence. Est-ce que l'élève sait sélectionner dans le document des informations pertinentes? Oui, un peu, beaucoup, jusqu'à 5, il le sait très bien. Et est-ce que ça vaut pour tous les documents que je lui mettrai sous les yeux? J'en sais rien. Voilà, je suis censé dire à ce que les élèves sait organiser toutes ces informations qu'ils tirent du document autour d'une idée importante, voilà, et pour chacune des 40 compétences, la plus sympa quand même étant la dernière, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis à la fin, parce que l'élève sait comprendre la consigne. Ils l'ont mis à la fin, mais on pourrait la mettre en premier, hein, et de 1 à 5, est-ce que chacun de mes élèves sait comprendre chacune des consignes que je lui donne? Je suis incapable, je vous assure, absolument incapable, moi, de savoir ça, mais une machine pourrait le savoir. Une machine, en passant un petit peu de temps face à un élève, et la machine, elle a tout son temps, et l'élève, on n'a qu'à lui dire va apprendre auprès de la machine pour évaluer toutes ses compétences chez un nombre à peu près illimité d'élèves, puisqu'on n'a pas de limitation. Je vous dis que la puissance de l'IA, c'est ça aussi. Hein. Alors, elle pourrait nous dire avec précision, l'IA, après des tests sur machine, quelles sont les compétences de chacun des élèves et même comment elles évoluent au fil du temps. Hein, il avait
0 sur 5 à la compréhension des consignes, il est passé à 2. Génial, super, ça progresse. Donc les machines pourraient nous aider à être des répétiteurs. Voilà. Et là, vous voyez que on retrouve la dimension puissance et monopole de l'information de la machine. La machine pourrait tout savoir et tout faire répéter à tous les élèves. Et c'est ça la vraie caractéristique de l'intelligence artificielle. Et quelque part, ça ressemble un petit peu au projet des Lumières, des philosophes des Lumières. Vous savez, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'était rien d'autre que ça, rassembler tout le savoir et toutes les compétences, parce qu'il y avait aussi les savoirs pratiques dans cette encyclopédie, de manière à les transmettre à tout le monde. Eh bien, la machine, elle est capable de quelque chose qui ressemble à ça, non seulement faire cette encyclopédie, elle est déjà une encyclopédie de savoir, l'intelligence artificielle, mais la faire répéter indéfiniment à l'élève. La question, évidemment, c'est de savoir comment on fait pour ça. Alors, il faut savoir que le cerveau fonctionne d'une façon un peu particulière, et c'est ce que nous apprennent les études de neuropsychologie. Et ce qu'on nous apprend, c'est que la technique la plus efficace en matière d'instruction, ça reste, et ça restera définitivement, la mémorisation des connaissances et des méthodes de raisonnement et leur restitution dans des devoirs sur table qui sont faits sans aide technologique. C'est à ce moment-là, et on le sait parce qu'on observe le fonctionnement du cerveau, c'est à ce moment-là que le cerveau est le plus en activité et qu'il construit le plus de neurones, puisque la particularité du cerveau, on en reparlera tout à l'heure, c'est de fabriquer les compétences qu'on lui demande de mobiliser. Donc voilà, plus le cerveau humain est aidé par un cerveau auxiliaire, moins il travaille et moins il gagne en compétences. Alors ça, c'est quasiment un fait établi scientifiquement. Voilà. D'ailleurs, mes élèves souvent me disent « Mais monsieur, mais ce chapitre, il est trop gros, là. On ne va pas pouvoir tout mettre dans notre cerveau, on ne va pas pouvoir tout apprendre. » Mais je leur dis « Mais si, parce que c'est en apprenant que vous allez fabriquer les capacités qui vous permettent de retenir. » Si vous n'apprenez pas, si vous n'essayez pas, vous ne pourrez jamais retenir quoi que ce soit. J'étais moi-même convaincu, avant de passer mon agrégation, que ça marchait comme ça, que je ne pourrais pas me mettre tout ça dans le crâne. Et d'ailleurs, quand je revois mes anciens élèves qui ont 3 ou 4 ou 5 ans d'études à l'université, ils me disent « Monsieur, je ne pensais pas que je pourrais travailler plus que ce que j'ai travaillé en terminale. » Ben si, chaque année, on travaille plus. Et on y arrive jusqu'à 25 ans. Désolé pour la plupart d'entre vous, mais jusqu'à 25 ans, en ce qui vous concerne, vous et moi, enfin ce qui nous concerne, l'enjeu c'est de pas faire se dégrader et s'étioler les réseaux neuronaux qu'on a créés quand on était jeune. Mais en ce qui concerne la création de nouveaux circuits neuronaux, c'est jusqu'à 25 ans, c'est la fête. Hein. Ça ne fait qu'augmenter par l'usage. Voilà. Le cerveau ne s'use, on le sait, que si on ne s'en sert pas. Et tout le monde le sait, et ça se vérifie tous les jours. Mais ça demande un effort. Et là, on va arriver à quelque chose d'intéressant, ça demande un effort, parce qu'effectivement, le cerveau, il est aussi programmé pour faire les choses les moins fatigantes possibles. D'accord ? Bon, enfin, c'est pas tout à fait sûr, on va en reparler. La question, c'est qui va nous apprendre à faire l'effort qui consiste à apprendre. D'accord ? Avec l'IA ou sans l'IA, d'ailleurs. Donc, qui va nous pousser à nous mettre au travail? Qui va nous motiver? Alors évidemment, vous pouvez programmer une alarme pour vous bouger, vous rappeler que vous avez un truc à faire, etc. Mais en fait, c'est pas l'alarme qui vous pousse, c'est vous qui avez demandé à la technique de vous aider à vous mettre un coup de pied au derrière et à vous rappeler, attention, là, il faut que tu prépares la conférence parce que tu passes samedi matin. Donc, on peut toujours demander à la machine, mais c'est jamais que nous-mêmes là qui nous motivons tout seul. Voilà, c'est une vraie question de savoir pourquoi on fait les choses. Alors, je vais prendre un exemple très très prosaïque, mais il se trouve que j'y tiens beaucoup parce qu'il se trouve que mon père est parti il y a quelques temps maintenant et que tous les matins, en me rasant, je pense à mon papa. Pour quelle raison? Parce que mon père se rasait tous les matins. Il a toute sa vie été rasé de près. Voilà. Et c'est vrai que si je me laissais faire, et ça a duré de nombreuses années, j'irais volontiers passer ma journée en piquant un peu, voire en étant barbu. J'ai plus été barbu dans ma vie que glabre, parce que voilà, il y a un petit effort à faire qui consiste à se raser. Et cet effort, je sais pourquoi je le fais, parce que voilà, c'est l'occasion de penser à mon père. Et je crois qu'à peu près tous les matins,
en le faisant, je pense à lui. Donc il y a quelqu'un là qui m'a guidé, qui m'a tiré vers une activité. Et quand j'enseigne, ben, je pense à mes professeurs, hein, à Lyon 2, en fac d'économie, qui m'ont motivé, qui m'ont poussé avec lesquels je me suis dit, mais voilà, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux expliquer les choses comme est en train de le faire cet enseignant que j'adore. Donc, on fait les choses pour quelqu'un, on fait les choses poussées par quelqu'un. Aucun individu, s'il n'a pas été préparé à faire un effort qui n'est pas vital, n'ira spontanément le faire. Voilà. Alors, on peut toujours dire que le cerveau, c'est naturel, qu'il économise le sucre et l'énergie, qu'il est feignant au naturel. On peut aussi dire que le cerveau naturel, c'est rien qu'une page blanche et que finalement, notre cerveau n'est programmé que pour faire ce qu'on lui a appris à faire. Un jeune qui a vu ses parents ne rien faire sur leur canapé pendant toute son enfance et ne jamais s'habiller, se raser, rester en pyjama, eh ben, il y a des chances qu'il soit guidé et poussé à faire la même chose. Voilà. La question, en fait, c'est pour qui fait-on l'effort d'apprendre? Pour qui travaillerons-nous plus tard? Françoise Dolto avait une phrase une citation que j'aimais bien, quand on lui présentait un enfant qui avait des problèmes en maths, elle disait, ce gamin, il ne sait pas pour qui il compte. Il ne sait pas pour qui il compte, alors il y a personne qui lui donne une bonne raison d'apprendre les maths. Et il y a hier dans les journaux un mathématicien, un chercheur en mathématiques français, je n'ai pas retenu son nom, qui disait, l'intelligence artificielle peut nous apprendre à faire des maths, elle ne peut pas nous donner le goût des maths. Alors, donc la première question quand même en matière d'utilisation des intelligences artificielles pour apprendre, c'est qui va nous motiver pour aller apprendre avec ou sans intelligence artificielle? Et ça, le robot ne le fera pas, d'accord? C'est un énorme mensonge de faire croire à nos enfants qu'ils ne travaillent que pour eux-mêmes. C'est dingue, on va dire, allez, c'est pour toi que tu travailles, hein, pense-y. Mais non, l'enfant, il travaille pour quelqu'un, forcément, d'accord? Voilà, il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, il y avait un barbu viennois là, qui avait donné un nom à ça. Il avait appelé ça le surmoi. D'accord. Ben oui, finalement, hein, le surmoi, c'est ce qui nous met un coup de pied aux fesses. Le surmoi, ça vaut pour tout. Hein, pour les encouragements, mais il ne faut pas caricaturer, ça vaut aussi pour les interdictions et pour le constat d'échec. Si une machine vous dit à l'élève « tu ne sais pas faire », une machine qui lui dit qu'est-ce que l'élève en a à faire. Quand l'élève ne sait pas faire et qu'il voit que son enseignant ou ses parents savent et ont constaté aussi qu'il ne savait pas faire, il sait qu'il va décevoir, il sait qu'il va se passer quelque chose et il va essayer, hein, s'il essaye de faire quelque chose, ça va être pour satisfaire un regard parental ou de substitut de parents. Voilà, je voulais vous citer à ce niveau-là de ma conférence un exemple des premières IA. En fait, ce n'était pas de l'IA, c'était un dessin animé interactif. Je ne sais pas si certains ont connu ça comme parents. Moi, c'était mon cas avec mes enfants. C'était Dora l'exploratrice. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était un dessin animé, mais c'était un dessin animé interactif. Et donc ce dessin animé, c'était la petite Dora qui était avec un renard qui s'appelait Chipper le renard, et puis elle passait son temps à poser des questions aux enfants, et les enfants devaient répondre. Donc elle disait, est-ce que Chipper le renard est parti à droite ou à gauche? C'était pour apprendre la droite et la gauche à l'enfant. Et donc là, Dora, elle attendait un petit peu, c'était un peu ridicule, elle ne bougeait pas, elle attendait que les enfants devant leur poste de télé répondent, et moi, mes enfants regardaient ce programme, et puis au bout de quelques secondes, elle disait, ah oui, tu as bien répondu, il est parti à droite. Sauf que l'enfant, il a pu répondre à gauche, il a pu ne pas répondre, il n'a pu rien comprendre. Et là, vous avez j'ose pas dire une personne, une machine, une chose qui valide chez l'enfant le fait qu'il s'est complètement planté. Moi, ça me mettait en panique quand il regardait Dora l'exploratrice. Hein. Je ne les lâchais pas, je me mettais là, je regardais ce qu'il répondait. J'ai dit non, fais gaffe, t'as dit gauche, c'est droite. Voilà, c'est à droite. Et puis Dora, bravo, tu as répondu à droite. Donc ça pouvait bien se passer. Mais apprendre avec une machine qui vous encourage, ça n'a strictement aucun intérêt en fait. L'encouragement, il vient d'une personne dont vous avez confiance en la parole en fait. Hein, c'était quelqu'un pour qui la parole compte pour vous.
D'accord ? Donc la parole de l'éducateur, voilà, doit avoir de l'importance pour l'éduquer. Et si ça fonctionne comme ça, et on va en reparler, la motivation à apprendre, le goût d'apprendre se déclenchera. Et à partir de là, si on veut, on pourra demander un petit coup de main aux machines. C'est la logique que je veux développer ce matin devant vous. Alors il faut que j'évoque une dernière chose très importante, c'est la question de savoir si réfléchir est un sport individuel ou un sport collectif. On souffre dans nos sociétés d'une vision très individualiste, vraiment très individualiste de l'apprentissage. On pense qu'apprendre, c'est une affaire personnelle, hein, c'est chacun face à son apprentissage. Voilà, donc les parents, les enseignants, les philosophes de l'éducation, ils s'intéressent à l'individu, hein, et ce qu'on veut, c'est que cet individu-là progresse, hein, d'où la tentation de mesurer ses compétences et l'évolution de ses compétences. Jamais, ou presque, il n'est évoqué le fait qu'on apprend en grande partie collectivement. Tout le monde pense qu'on enseigne dans des grandes classes de 30 ou 40 élèves parce que ça coûte moins cher que de payer 30 ou 40 répétiteurs particuliers. Et du coup, les gens se disent, avec les machines, on va pouvoir régler ce problème. Et en réalité, c'est pas ça la question. La question, c'est que quand ils sont plusieurs, il se passe quelque chose. Il y a une dimension collective de la réflexion qui se met en place. Donc, penser est un acte individuel, mais réfléchir est très souvent un sport collectif. Parce que l'élève qu'on intègre dans un groupe d'apprenants, il est toujours entraîné par la dynamique de réflexion qui entraîne l'ensemble du groupe. Quand vous êtes, d'ailleurs, dans une équipe qui travaille collectivement, moi j'ai appris ça il y a un peu de temps, moi qui ne suis pas sportif, je me suis inscrit à un club d'aviron. Et l'aviron, on est sur des avirons de 4 rameurs. Et là, j'ai compris que je ne pouvais pas ramer à mon rythme, qui serait d'ailleurs ne pas ramer, juste regarder les cormorans et les cygnes, si c'était moi, si vous me laissez faire, je ne veux pas faire d'efforts, la scène est tellement belle que je ne ramerai pas. Mais je suis avec 3 autres personnes, et on doit ramer, et on rame, parce qu'on est ensemble. Le groupe tire, le groupe motive, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes motivés pour apprendre à plusieurs, et évidemment qu'il se passe quelque chose dans une salle de classe. Alors évidemment, il y a des élèves qui savent se motiver tout seuls, il y a des sportifs, en fait, ils savent aller à la salle de musculation, et ils se font du mal, mais en fait, ils se font du mal tout en sachant d'abord qu'il y a une sorte de dopamine et de satisfaction immédiate à transpirer, à faire de l'effort. Et puis, il y aura aussi une satisfaction plus tard quand ils auront accumulé plus de masse musculaire. Mais ces élèves-là, d'ailleurs, je vous signale, c'est souvent des bons élèves à l'école. Ces élèves qui savent que faire un effort tout de suite, ça peut ne payer que plus tard. D'accord ? Mais il y a tous les autres. Et tous les autres, ce sont des individus normaux, à peu près comme moi, j'allais dire, qui n'ont pas du tout l'envie de faire spontanément de gros efforts s'il n'y a pas une motivation quelque part qui les pousse à le faire. Voilà. Donc, je voulais vous dire qu'il se passe quelque chose dans les salles de classe. Ça, c'est très important. Je l'observe chaque jour quand des élèves rejoignent les meilleurs élèves qui, eux, souvent ont compris tout de suite, en fait. Mais je vois l'ensemble de la classe qui, petit à petit, progressivement, va rejoindre les premiers qui ont compris et que ça prend du temps. Alors là, il faut que je vous raconte une anecdote qui n'est pas plus vieille qu'hier. Hier, on a fait une séance de révision avec mes élèves de terminale qui ont un bac blanc la semaine prochaine. Et je leur ai dit, pendant 2 heures, vous faites ce que vous voulez, vous sortez votre cahier, vous sortez votre manuel, parce que je vous en parlerai, ils ont un manuel, ce qui ne se fait plus en Île-de-France. Mais ils ont un manuel papier, sortez votre manuel, sortez votre cahier, prenez, monsieur, on peut prendre notre téléphone, allez, prends ton téléphone, mais attention, que pour faire des révisions, oui, monsieur, je vais aller sur ChatGPT, je vais lui demander qui m'aide, ok, très bien, et puis utilisez-moi. Appelez-moi si vous avez une question, je vais venir y répondre. Et j'ai un élève qui est un élève très sérieux. Il voudrait comprendre, c'est pas le premier de la classe, mais il voudrait comprendre. Et il m'appelle, je prends ma chaise, je vais m'asseoir à côté de lui, puis on discute. On discute du premier chapitre de l'année. Ce premier chapitre, il l'a fait. Il a été évalué au moins 2 fois déjà dessus, et il sait que ça pourra tomber au bac blanc. Et il m'en parle.
Et c'est compliqué, c'est un chapitre sur la croissance économique. Alors la croissance, elle peut être intensive ou extensive, mais quand elle est intensive, elle peut être exogène, la croissance exogène. Exogène, ça sonne comme extensive, mais ça n'a rien à voir, etc. Et il me dit, monsieur, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Et je m'aperçois que 5 mois, ou 4 ou 5 mois après qu'on l'ait fait, cet élève sérieux qui a travaillé, qui a appris, ne comprend toujours pas le truc. Et puis on discute tranquillement. Je lui dis, mais c'est très simple. Alors, je ne refais pas forcément le cours, mais bon, la croissance extensive, c'est quand il y a plus de gens qui travaillent, et intensive, c'est quand les facteurs de production sont plus efficaces. Voilà, et que du coup, on peut obtenir ça par de la croissance endogène. Ah oui, j'ai dit exogène, c'est la croissance endogène, en plus, je me trompe. C'est la croissance endogène qui permet la croissance intensive, c'est-à-dire l'amélioration de l'efficacité des facteurs de production. Et là, il m'a regardé, je vous assure. Il m'a regardé, il me dit, mais c'est que ça, en fait. C'est si simple que ça. Et hier, on a levé un obstacle heuristique, un obstacle à la compréhension. J'ai levé par la discussion ça. Et la question, c'est que tous nos élèves ont plein d'obstacles à leur compréhension qui s'accumulent chez eux, mais qu'on ne sait pas quels sont ces obstacles. Et que ce n'est que par la discussion avec eux, soit en tête-à-tête, mais pourquoi pas avec le groupe, parce que s'il avait levé le doigt pour me redemander, j'aurais fait la réponse et elle aurait pu éclairer d'autres élèves. Donc, c'est au moment de la relation humaine avec un éducateur bienveillant, qui prend son temps et qui essaye de comprendre ce qui ne fonctionne pas dans le raisonnement et dans le cerveau de l'apprenant, qu'il peut se passer quelque chose. L'intelligence artificielle, je ne suis pas sûr qu'elle puisse deviner chez l'apprenant, je ne suis pas sûr, parce que peut-être qu'elle peut le faire en fait, hein. Je jurerai de rien sur les intelligences artificielles, mais je pense qu'il n'est pas du tout sûr qu'elle arrive à détecter quel est l'obstacle qui empêche l'apprenant de comprendre, d'accord ? Et puis surtout, quand l'apprenant va comprendre quel est l'obstacle et qu'il va le déverrouiller, et qu'il sait qu'il le doit à son professeur, il y a quelque chose de plus qui va se passer. S'il le doit à un être humain, en qui il a confiance, hein, et qui voilà, c'est cette lumière, pour reprendre l'expression des philosophes, cette lumière qui va se faire dans son cerveau va le marquer à vie. Je vous assure que certaines des notions que j'enseigne chaque jour depuis chaque année depuis 35 ans, je sais exactement quel professeur, quel jour et dans quelles conditions me l'a transmise. D'accord ? Et si ça avait été une machine, je ne m'en souviendrais plus du tout. Et peut-être qu'elle ne m'aurait pas marqué à ce point-là. J'aurais envie de leur rendre hommage, mais il n'est pas là. Hein, mais peut-être, tiens, si c'est filmé. Professeur Yves Crozet, vous m'avez appris la loi d'Occun. Eh bien, la loi d'Occun, à chaque fois que je l'enseigne, je le dois au professeur Yves Crozet, qui enseigne l'économie, qui a enseigné l'économie à Lyon 2. Il doit être dans une retraite bien méritée maintenant. Voilà. Donc, apprendre ensemble, hein, c'est ce qui est là. Apprendre ensemble, c'est ce qui est très formateur et c'est ce que ne permet pas la machine, puisque quand vous apprenez avec une machine, vous êtes en tête-à-tête avec la machine. Ok ? Ah oui, j'avais un dernier argument très très important pour ENR, le collectif auquel j'appartiens, parce qu'on a fait une charte sur l'intelligence artificielle et on demande et on revendique le développement de l'empathie dans l'enseignement. Et il se trouve qu'en préparant cette conférence, je me suis souvenu, parce que je suis un peu musicien, que les notes, je ne sais pas si vous savez, elles résonnent par sympathie, par rapport aux autres. Vous tapez un do, le mi et le sol vont se mettre à résonner par sympathie, on les appelle les cordes sympathiques. Et bien moi, je suis persuadé que les intelligences, elles résonnent aussi par sympathie, et que quand un élève et un professeur échangent ensemble, les autres intelligences peuvent se mettre à raisonner par sympathie, et que les élèves se disent, mais oui, là, ce qui est dit, c'est exactement le truc que j'avais pas compris, et c'est un élève qui a su formuler mieux que moi. C'est pour ça que ça m'a toujours fasciné d'ailleurs de savoir qui pose des questions. C'était l'objet de mon mémoire de jeune prof. Mon mémoire professionnel, c'était d'arriver à comprendre pourquoi des élèves posent des questions et d'autres pas. D'accord ? C'est très intéressant. Et j'ai compris qu'il n'est pas indispensable que tous les élèves posent tout le temps, posent chacun une question. Parce que certains élèves posent des questions pour d'autres élèves. Et ça je l'ai compris ma première année d'enseignement. J'avais 36 élèves dans ma classe.
en terminale. L'année suivante, je me retrouve avec 19 élèves dans une classe qui ne faisait pas le plein. Dans ma première classe de 36 élèves, et c'était ma première année, ils étaient nombreux, ça marchait hyper bien. Vraiment, le cours fonctionnait très très bien. Quand je me suis retrouvé avec 19 élèves, il ne se passait plus rien. Il ne se passait plus rien. Et j'ai demandé à une ou deux élèves qui étaient redoublantes, ou je crois que c'était des filles, de me dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne se passe rien là? Et pourquoi l'année dernière c'était bien? Je ne comprends pas. Et les élèves m'ont dit, mais c'est parce qu'ils sont partis, les autres qui posaient les questions. Ils ne sont plus là, donc on ne peut plus avancer, nous, parce qu'ils étaient là pour poser des questions à notre place. Et c'est terrible ce que je vais dire là, moi qui revendique avec les syndicats enseignants qu'on n'ait pas trop d'élèves dans nos classes, parce que c'est quand même assez fatigant, assez pesant. Mais c'est vrai que parfois, il faut avoir au moins assez d'élèves pour que les intelligences rentrent en résonance et qu'on puisse faire cet enseignement. Alors, peut-être pas par sympathie, hein, comme les cordes des pianos, mais au moins par empathie. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'entre les intelligences des jeunes et avec celles du professeur, il y ait une empathie qui se crée et qu'on comprenne que ce qu'on a appris, ce sont des humains qui nous l'ont appris et ça nous marquera évidemment à vie, bien plus que si on le doit à une machine. Allez, dernière diapo, mais je pourrais peut-être aller plus vite si j'ai dépassé le temps. Non, ça va, tout va bien. Évidemment, qu'est-ce que je fais, moi, avec l'IA, hein, qu'est-ce que j'en fais, puisque je vous ai dit que... voilà... quelles sont ses caractéristiques et quelles sont les choses à faire et à ne pas faire. Ben, ce que je fais, c'est ce qui correspond à ce que je vous ai raconté. Et en particulier, une chose très, 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 très importante, c'est que je n'ai pas renoncé à donner des devoirs à la maison à mes élèves. Eh oui, mais je l'ai fait un peu en me disant, quand j'ai vu qu'ils faisaient tout faire par la machine. Alors j'ai essayé de ruser, j'ai donné des exercices que la machine ne pourrait pas faire. Ben, levez-vous de bonheur, hein. Je leur ai fait voir un film, Vol au-dessus d'un nid coucou de Milos Forman, dans le chapitre sur la déviance en sociologie. Et je leur ai posé des questions très pointues sur certaines scènes du film pour leur faire appliquer les notions de déviance, de rébellion, etc. À la scène en question. En me disant, mais ça, la machine, elle n'a pas vu le film, elle ne sait pas comment appliquer une notion de sociologie à la scène dont tu parles, et c'est tout, hein. Et ils m'ont répondu, j'ai vu, quand j'ai eu 10 réponses identiques et qui étaient de très très bonne qualité, j'ai compris que ce n'est pas mes élèves qui avaient fait ça. C'était la machine. Voilà. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose que la machine ne pouvait pas faire, je n'ai pas trouvé. N'empêche que je continue quand même, et je continuerai quand même à faire la même chose. À une condition, de leur dire de me rendre leur travail rédigé à la main. Voilà. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont faire travailler la machine, mais ils ne vont pas après aller m'imprimer le travail de la machine. Sinon, moi, je demande à une machine de corriger ça. Et auquel cas, les machines se travailleront entre elles. D'accord? Mais je leur demande de recopier à la main le travail de la machine. Et normalement, sauf si vraiment ils ont deux cerveaux, mais les études montrent que le cerveau ne sait faire qu'une chose à la fois. C'est pas vrai qu'on sait faire plusieurs choses à la fois. Donc le cerveau, quand il écrit, normalement, il sait ce qu'il écrit. Et donc leur faire écrire une ou deux ou trois bonnes pages de bonnes informations faites par une machine, ben c'est super efficace en fait. Ça nous laisse une chance que leur cerveau ait imprimé quelque chose. Et qu'ils se mettent à maîtriser du bon langage et une bonne réflexion simplement par le fait qu'ils l'auront recopié. Donc je pense qu'il faut faire ça. D'accord? C'était un conseil que je donne à mes collègues. Allez-y. Parce que si, inversement, imaginez que moi, je leur donne un corrigé de ces questions-là que j'ai préparées et je leur demande, lisez ça chez vous, ils ne vont pas le lire. Ils ne vont pas le lire. On a affaire à des refus de lecture. Ah oui, parce que la première chose à faire, hein, je fais quoi de l'IA? La première chose à faire, c'est de leur demander comment ils font avec l'IA. Hier, dans ma séance de révision, j'ai regardé ce qu'ils faisaient, ceux qui avaient pris leur téléphone. D'ailleurs, ils sont venus me voir. Monsieur, c'est bien la fiche de révision que j'ai là? Elle est bien? C'est ChatGPT qui leur avait fait une fiche de révision. Il dit, t'as fait comment? Ah ben, j'ai rentré tout ce qu'il y avait dans le manuel, et puis j'ai demandé une fiche de révision. Elle est bien, monsieur, elle est bien? Il dit, oui, elle est bien. Regardez, elle est parfaite. Elle est très, très bien faite. Mais je leur ai dit, et à tous, j'ai pris la parole pour dire à toute la classe, ceux qui font des fiches de révision et qui les font faire par des machines, sachez que vous n'avez même pas commencé à travailler. Vous n'avez pas commencé à travailler. Eux, ils sont super contents. Ils ont une espèce de sursaut de dopamine là parce qu'ils ont produit un truc. Ils pensent qu'ils ont produit un truc. Ils n'ont rien produit. La machine a produit pour eux.
Et moi, je leur ai dit, ceux qui ont fait des fiches de révision, le travail commence maintenant. Une fois qu'elle est faite, il faut la prendre, la fiche. D'accord ? Vérifier que vous la comprenez, la prendre et savoir la restituer mardi prochain pendant l'épreuve sur table, sans aide technologique. Voilà, donc on peut faire avec, mais il faut ruser la ruse pédagogique. Les philosophes grecs avaient déjà montré que c'est l'apanage des enseignants, que c'est la plus grande qualité, ruser un peu, faire avec. Donc voilà, les faire écrire le plus possible, et puis leur montrer comment utiliser, donc rédiger à la main, et puis leur apprendre ce que l'IA doit faire, et leur faire utiliser l'IA. Parce qu'en fait, et ça, Céline Guéné qui devait intervenir avait à cœur de vous en parler, on raconte en pédagogie que le chemin est beaucoup plus intéressant que le but. D'accord ? Il y a un magnifique poème qui s'appelle « Le voyage à Ithaque » d'un poète grec, je ne sais pas si tout le monde connaît ce poème, il est très très beau, il a été traduit en 2 versions et en prose par Marguerite Yourcenar. Et dans Voyage à Ithaque, on dit que l'important c'est pas Ithaque, l'important c'est tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas rencontrer et tout ce que tu vas vivre en allant à Ithaque. Et même si Ithaque était décevant, Ithaque ne pourrait pas te décevoir puisque grâce à Ithaque, tu as appris plein de choses. Et quand les élèves me disent « Mais monsieur, à quoi ça sert qu'on apprenne ça là ? La comptabilité nationale, la définition du PIB », que je désigne dans un de mes essais, à quoi ça sert ça ? Peut-être que ça sert à rien, mais tout le chemin que tu auras fait pour te poser les questions qui te permettent de comprendre à la fin ce que c'est qu'un PIB, ça c'est drôlement formateur, ça c'est drôlement intéressant. C'est exactement le sens de ce poème que, si vous ne le connaissez pas, allez le trouver. Il est absolument magnifique. Voyage à Ithaque, ça n'est pas Ithaque. L'important, c'est le trajet qui nous y mène. Et en matière d'éducation, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, leur dire l'important c'est le trajet, et dans le trajet, il y a comment vous utilisez les IA. Comment vous faites, vous, avec les IA ? Alors moi, je le fais devant eux. Je sors un sujet de bac, un sujet des annales, et puis je leur dis, voilà, on va demander à ChatGPT de nous répondre à ce sujet, et puis j'affiche la réponse de ChatGPT, qui est jamais conforme aux canons universitaires et scolaires qui sont les attentes des professeurs au lycée. Parce que les IA sont très très bonnes. Alors évidemment, il ne faut pas dire à l'IA, fais-moi une dissertation comme pour un lycéen, parce qu'il serait capable de faire bien. Non, il ne faut pas lui dire qu'on est lycéen, il faut juste lui poser la question, et il va répondre sous une forme qui n'est pas exactement la bonne. Et j'ai fait ça devant mes élèves, je l'ai fait dès le début de l'année, j'ai posé sur la croissance, un sujet sur la croissance, l'IA a répondu, je leur ai dit, voyez, ça, c'est pas une introduction dans la forme canonique qu'on attend. Il n'y a pas l'accroche qu'on voudrait. D'ailleurs, l'accroche, je vous conseille de faire celle-ci, parce qu'on l'a vu en cours et que vous la connaissez tous par cœur. L'accroche sur la croissance, c'était de parler de l'obtention du prix Nobel d'économie par Philippe Aghion, qui est un spécialiste de la croissance par les innovations productives. Donc je leur dis, ça, vous le mettez en premier. C'est en 2025 que Philippe Aghion a obtenu le prix Nobel pour son étude sur le rôle des innovations dans la croissance. Parlez-en, vous montrez que vous connaissez l'actualité économique, c'est la citation idéale. J'ai une seule élève le jour de l'épreuve qui me l'a cité. C'est la meilleure élève de ma classe. Elle avait compris qu'il fallait se servir de ça. Donc voilà, je leur montre, je leur dis, voyez, l'accroche, elle n'est pas bien faite, trouvez une autre accroche, ou demandez-lui d'en trouver une qui soit bonne, etc. Et puis ça va pas, et puis les parties, elles sont trop longues, et puis il n'y a pas les définitions clairement, explicitement données dans son travail. Et donc, j'ai redonné des consignes à ChatGPT pour qu'il nous refasse une proposition de dissertation qui ressemble à une dissertation, puis je l'ai fait encore une 3e fois, et je répète que l'important, c'est pas qu'on ait eu à la fin une bonne dissertation. C'était pas ça. Le but, c'était pas le but. Le but, c'était le chemin. Le but, c'est comment on y arrive. Parce que les élèves, voyant les consignes que je donne à l'intelligence artificielle, comprennent finalement ce qu'eux, ils vont devoir faire, penser, mettre en œuvre, et à quoi, qu'est-ce qu'ils devront mobiliser comme compétences pour rendre, le jour du bac, sans aide technologique, quelque chose qui ressemble à ce qu'on attend. Voilà. Donc c'est ça, ma façon de travailler avec l'IA, les faire écrire et les faire dompter. Alors il se trouve que toute ma présentation, je vous en reparlerai au moment des questions, a été illustrée par une IA, mais cette diapo, j'en suis très fier, parce que ce n'est pas l'IA qui me l'a proposée. Au début, je lui ai dit, propose-moi des photos, donc il y en a certaines qui sont proposées automatiquement par la machine. Il fallait quand même que je vous parle de l'IA et que je vous montre que je sais m'en servir. Mais celle-ci de photos, c'est moi qui l'ai commandée à l'IA. Tu me mets des enfants qui savent utiliser les IA
et qui s'amuse avec. C'est ça le but. Voilà, allez. Donc, finalement, la conclusion, bon, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il faut savoir faire sans. Et s'il y a quelque chose à retenir de ma conférence, ça serait ça. Hein. Et j'en parlais hier avec un voisin informaticien, et il me dit, apprends-leur à lire et à écrire, et à compter. Voilà, c'est fais ça, puis après, t'inquiète pas, ils sauront faire avec les machines. Mais n'essaye pas de leur apprendre plus que ça à se servir des IA, même si je répète, comme ils s'en servent eux-mêmes, autant que je leur donne des petits tips, comme ils disent eux-mêmes, des petits trucs pour savoir bien s'en servir. Voilà. La dépendance à la technologie, il y avait un penseur très important, protestant, Jacques Ellul, hein, qui a écrit sur le système technicien un bouquin absolument remarquable, 1977, hein, qui mérite absolument d'être lu et relu, parce qu'en 77, il n'y avait pas un seul ordinateur, en tout cas d'usage de grande consommation, et Jacques Ellul avait mis en évidence les caractéristiques, les caractères du phénomène technique. C'était l'autonomie de la technique elle se débrouille sans nous, l'autonomie, l'unité de la technique, l'universalité de la technique et son caractère totalisant. Je parlais de monopole. La technique, elle veut tout faire à notre place. Et donc, par nature, la technique, elle débarque et elle veut faire les choses à notre place. Sauf que la technique, elle a un défaut, c'est qu'elle n'est pas résistante, elle n'est pas robuste. D'accord ? Il y a un biologiste qu'on retrouve beaucoup en conférence sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube ou ailleurs, renseignez-vous, il s'appelle Olivier Amand, et il distingue dans le vivant ce qui est robuste et ce qui est efficace. Et souvent, ce qui est efficace n'est pas très robuste. D'accord ? Et souvent, le vivant n'est pas très efficace. Il fait pas... alors, il fait les bonnes choses, mais il fait pas bien les choses. Hein. Il le fait pas avec une très grande efficacité, mais ça lui permet d'être robuste. Eh bien, le papier, c'est une technologie qui est robuste. Elle tient le coup. Et le jour où tous les serveurs s'effondreront sous les moins 50 degrés qui vont finir par nous arriver en hiver et les plus 50 en été, le papier sera toujours là. Moi, j'ai insisté pour que mes élèves, ils aient encore un manuel papier, même si la région Île-de-France veut qu'on passe au numérique, parce que ça fait moderne. Parce que le manuel papier, c'est robuste. Si je tombe malade, ou si eux, ils sont cloués au lit, je peux leur dire travaille sur le manuel, sur tel exercice. D'accord ? Et qu'ils soient équipés ou non, je m'en fiche. D'accord ? Le papier, c'est robuste. Hein, ça n'a peut-être pas l'efficacité d'un bon logiciel d'apprentissage qui fait répéter inlassablement, mais n'empêche que c'est robuste. Le numérique, il est fragile. Hein, par nature, même s'il est super performant, il est tout à fait fragile. Voilà. Quand l'épidémie de Covid s'est déclarée, voilà, bon, mais c'est tout. Quand l'épidémie de Covid s'est déclarée, moi, j'ai sauvé l'apprentissage de mes élèves par le manuel qu'ils avaient chez eux. Hein. C'est en leur disant, voyez, regardez tel et tel document. Alors évidemment, je me suis acheté à l'époque un smartphone, j'en avais pas jusqu'à présent, pour pouvoir les contacter plus facilement, ça c'est vrai. Mais autrement, pour l'apprentissage, c'est le manuel papier qui a répondu à absolument toutes nos attentes. Donc en résumé, sur une première phase de la vie qui soit la plus longue possible, on apprend sans IA. Sans IA le plus longtemps possible à l'ENR, c'est véritablement notre position collective. C'est celle qu'on défend auprès des institutions, auprès de nos dirigeants. Évitons de faire apprendre avec l'IA tant que l'enfant ne sait pas compter, ne sait pas lire, ne sait pas écrire et à un bon niveau, hein, pas forcément le niveau qui est celui actuellement de maîtrise du langage littéraire et mathématique par nos élèves de seconde, par exemple, qui parfois laissent énormément à désirer. Il faut donc qu'ils lisent, il faut donc qu'ils écrivent, il faut donc qu'ils maîtrisent ça. Et ça, ils l'apprendront en le pratiquant sur table avec du papier et du crayon, et ils alimenteront en connaissances la partie du cerveau qui doit être, je ne sais pas, l'hippocampe, et qui accumule des connaissances qui permettent après de pouvoir maîtriser son environnement. Plus tard dans l'adolescence, ils pourront demander un coup de main, c'est ce que j'ai illustré ici, un coup de main à une IA qui pourra leur donner un coup de main, pas faire à leur place, pas une IA cerveau auxiliaire prothèse qui fait à la place, mais une IA qui donne un coup de pouce, parce que quand même, elles peuvent être utiles. La preuve, elles m'ont donné un coup de pouce pour illustrer cette conférence. Et à la fin, pourquoi pas, eh ben on peut finir par enseigner avec IA
ou sans IA, parce que finalement, s'il y a un truc, alors j'avais préparé une jolie phrase, mais je peux vous la redire, s'il y a un truc qui tiendra, s'il y a au moins une activité sur Terre qui ne souffrira pas du jour où on devra se passer de la technologie, ce sont les cours de Monsieur Latreille et ses conférences. Et en fait, ce seront les cours et les conférences de tous les gens partout sur Terre, de tous les enseignants qui auront compris que l'essentiel de l'apprentissage, il se fait dans cette première période et qu'après, les coups de main que les machines nous donnent seront bienvenus, mais sans plus. Voilà, je vous remercie de votre attention.